bonjour à tous. Je vais essayer d'être complémentaire par rapport à ce dont vous avez parlé aujourd'hui. Vous avez parlé de superdiversité, vous avez parlé de culture, vous avez parlé un peu de toutes les manières de mieux soigner, de mieux faire face aux difficultés des migrants. Moi, je voudrais faire avec vous un pas en arrière, en quelque sorte, et poser la question, pourquoi sommes-nous aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, en perspective historique, et puis aussi, qu'est-ce qui est nouveau? Et tout n'est pas nouveau. Et essayer de voir finalement en quoi est-ce qu'on peut apprendre du passé pour faire face, aussi parfois de manière un petit peu rassurante, à la situation actuelle et au futur. Alors, le titre de ma présentation, c'est « L'immigration, défi pour la société et la médecine ». Je parlerai peu de vos travaux dans la médecine concrètement, mais je suis très persuadé qu'effectivement, la médecine est un des services de la société en première ligne par rapport aux défis de la migration, l'autre étant peut-être l'école. Je profite juste pour remercier encore une fois professeur Bodenman pour la présentation élogieuse qu'il a fait et pour préciser quand même que la Commission fédérale des migrations existe toujours, bel et bien, elle est bien vivante, je suis toujours le vice-président et je vous recommande son site internet et ses publications, dont l'une d'ailleurs récente sur le thème proche de migration et de la santé. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est assez simple finalement, c'est d'abord montrer que la Suisse est un grand pays d'immigration, ce dont vous êtes certainement déjà convaincus, mais ce dont clairement une partie du Parlement et de la population suisse n'est pas encore vraiment convaincue. Ensuite, j'aimerais commencer par dire que c'est un succès. C'est une histoire de succès. C'est à partir de ce constat de succès qu'on doit voir les difficultés qui existent aussi dans ce domaine. Et puis c'est un monde qui se transforme avec une part croissante de migration non économique. Et j'insisterai beaucoup là-dessus parce que vous allez voir, par rapport à des discours par ailleurs tout à fait justifiés qui mettent en avant la diversité culturelle en particulier, eh bien je décale un peu les choses en relevant quand même que l'aspect économique joue un rôle très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Et ça donne des défis nouveaux qui justement ne sont pas que culturels, qui sont culturels aussi, mais qui ne sont pas que culturels. Donc voilà un petit peu la structure de ma présentation. Alors, la Suisse, pays d'immigration, à quel point par rapport à d'autres pays? Mais là, vous avez un chiffre tout simple qui est un bon indicateur, c'est la proportion de personnes qui sont nées hors d'un pays. Plutôt que la nationalité qui est finalement le fruit d'une politique de naturalisation ou de non-naturalisation et de toutes sortes d'autres facteurs, ben là on a vraiment compté les immigrants. En Italie, ils sont 10%, en France, 12%, aux États-Unis, grand pays d'immigration, ils sont 14%, en Allemagne, ils sont 15%, au Canada, nous avons 22% de personnes nées à l'étranger, en Suisse, on est à 29%. Donc de ce point de vue-là, clairement, la Suisse, petit pays, en proportion de sa population, a une immigration qui la place, disons, parmi les 10 principaux pays du monde, sans de loin être le premier. Singapour est à 45% de personnes nées à l'étranger et, entre parenthèses, ne s'en porte pas plus mal. C'est assez intéressant de prendre Singapour comme point de comparaison parce que c'est une petite économie très fortement tertiarisée, très performante, tout comme la Suisse. Donc, la Suisse, un grand pays d'immigration, je pense que c'est le point de départ que l'on peut se donner. Pour faire peut-être très brièvement un parcours historique, ce n'est pas un électroencéphalogramme, puisque je parle à des médecins. Si c'était un électroencéphalogramme, vous seriez probablement assez inquiet pour le patient, enfin j'en sais rien en fait, mais toujours est-il que moi je ne suis pas très inquiet pour le patient ici, parce que, comme je vais vous le montrer, dans l'ensemble, c'est une histoire de succès. Ici, qu'est-ce que nous avons sur ce graphique? Je vous rassure, il y aura deux autres graphiques un peu dans le même style durant ma présentation, je ne vais pas vous abrutir a fortiori en fin de journée par les chiffres, mais là on a un graphique quand même très intéressant, c'est le solde migratoire. Le solde migratoire sur plus d'un siècle. En d'autres termes, en partant de 1860 ici jusqu'à 2016, je me suis même permis un petit pronostic pour jusqu'à la fin de l'année. En partant de 1860 à 2016, on a chaque fois
quand on a un petit bâton qui est au-dessus de la barre du zéro, plus de personnes qui arrivent en Suisse que de personnes qui partent, et puis le contraire quand on est en dessous de zéro. Alors ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les choses ont pas mal fluctué. Au début, c'est vrai que la Suisse, et ça on le sait je crois, était au 19e siècle un pays d'émigration. Les Suisses partaient travailler à l'étranger, et souvent les populations les plus pauvres de la Suisse, il faut le rappeler, partaient à l'étranger, voire même parfois étaient assez fortement poussées à partir à l'étranger dans certains cas. Mais ensuite, on a eu assez vite une période où une première immigration s'est manifestée en Suisse à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. La construction des grandes infrastructures ferroviaires, eh bien, ce sont les ouvriers italiens et les contremaîtres aussi italiens dans une large mesure. Il y a aussi eu des réfugiés. Il y avait à Genève un quartier entier qui s'appelait la Karouchskaya avant 1917 où habitaient les opposants au régime tsariste. Bref, c'est une vieille histoire. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup moins ici qu'aujourd'hui, mais là, on a des chiffres absolus. Donc, proportionnellement à la population, on était quand même déjà à 15% de population étrangère au début du siècle, vers 1910. C'est pas autant qu'aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en mémoire. Alors, on ne va pas parcourir l'ensemble de ce siècle parce que ce serait trop long, mais il y a quand même quelques moments importants à relever. Après l'entre-deux-guerres, où on a essentiellement des départs qui se font, assez peu de personnes qui arrivent, un peu de migration, d'asile peu marqué. Ensuite, il y a le démarrage économique des années 50-60 en Suisse, où on a une immigration qui atteint des niveaux très élevés, plus de 100 000 entrées annuelles en termes nets, encore une fois, en déduisant les départs en 1961, et puis des fluctuations très importantes. En 1974-75, le choc pétrolier débouche sur le départ, en grande partie forcé d'ailleurs, de personnes qui avaient bel et bien un permis de séjour en Suisse, mais un permis de séjour qui était conditionné par le fait d'avoir un travail. Et on sait qu'en 1973, il y a eu une directive de la police des étrangers de l'époque qui disait clairement aux employeurs suisses qu'il fallait quand même, vu le choc économique considérable que traversait la Suisse, licencier les étrangers en premier. Aussi une manière de voir qu'on a quand même malgré tout fait un peu de chemin, parce que je crois que ce serait plus concevable d'avoir une telle directive aujourd'hui. Mais cela montre la flexibilité finalement du système, un système qui recrute quand il a besoin et qui rejette quand il n'a plus besoin de personnes. Ensuite, on a quasiment de manière continue, à part au début des années 90, où il y a de nouveau un ralentissement économique, une période de forte immigration, et puis à partir de la libre circulation complète qui se met progressivement en place entre 2002 et 2008, eh bien, il est vrai qu'on atteint des soldes migratoires qui, encore une fois, ne sont pas des records en termes historiques, mais en termes d'années successives, sont quand même à des niveaux qui sont très élevés. Donc nous sommes dans une conjoncture de forte migration. Il y a un ralentissement ces 2 dernières années, mais enfin, avec 60 000 entrées annuelles en solde net, on est quand même dans une période où la forte migration continue. Alors, la question que je voudrais traiter maintenant, plutôt justement par rapport à la période récente, c'est pourquoi cette migration et en quoi la structure de cette migration s'est-elle peut-être transformée entre les années 60 et les années 2000. Ce qu'on peut dire peut-être quand même au passage au sujet des années 60, et ça va vous intéresser tout particulièrement si vous ne le savez pas, c'est que la question médicale liée à l'immigration des années 60 prend une grande importance en Suisse. On se penche vraiment avec pas mal de préoccupations sur les pathologies des ouvriers immigrés, ce sont souvent des hommes seuls, et puis dans l'esprit de l'époque, vous connaissez peut-être ces ouvrages qui essayent d'associer des types psychologiques à des groupes de personnes. Heureusement, on ne fait plus vraiment cela, mais on essaye d'isoler le type psychologique de l'ouvrier italien immigré. Et puis évidemment, comme par hasard, ce type psychologique a quand même beaucoup plus de faiblesse que le type psychologique qu'on associe aux Suisses moyens. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus qui, et c'est ça qui est peut-être important à rappeler, a un côté culturaliste très fort.
Donc on a déjà ce regard consistant à dire les Italiens quand même ils sont très différents de nous culturellement et ça pose toute une série de problèmes pour la médecine, pour l'école, pour l'intégration, etc. Aujourd'hui il est assez amusant de constater qu'on a plutôt tendance à dire que les Italiens ils étaient vraiment parfaits pour l'intégration, que ça s'est très bien passé, puis que c'est maintenant avec les gens qui viennent avec ces religions lointaines que vraiment on a des problèmes culturels. Donc là il y a un côté relatif autour de la culture qu'il faut quand même rappeler. Cette immigration, dans l'ensemble, elle s'est bien passée. On s'est préoccupé de toute une série de choses sur le moment, mais en fin de compte, on a toute une batterie d'indicateurs qui permettent de juger pas à l'échelle d'un individu, parce que l'intégration d'un individu, moi je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à dire si un individu est intégré ou pas intégré, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, un groupe de personnes, si personne... tout le monde est au chômage et que l'ensemble de cette population habite dans un seul et unique quartier entre elles, là je peux affirmer que là on a un problème d'intégration. Donc on peut quand même parler d'intégration à l'échelle collective et les indicateurs qu'on a à ce sujet, il y en a une soixantaine sur le site de l'Office fédéral de la statistique si vous avez envie d'aller regarder, nous disent quand même que dans l'ensemble les choses se passent bien. Une bonne partie de la population acquiert des niveaux suffisants de la langue. Au sein de la deuxième génération, c'est quasiment 100% des personnes qui parlent la langue de leur région d'accueil. Les contacts sociaux, eh bien, un indicateur anthropologique classique, même s'il est critiquable par ailleurs, c'est les mariages mixtes. Si deux groupes sont complètement disjoints l'un de l'autre, on ne se marie pas. 40% des mariages en Suisse, de tous les mariages, sont des mariages qui unissent un ou une Suissesse et un ou une étrangère. Donc il y a des contacts tout à fait intenses. Niveau de formation de la deuxième génération, alors ça c'est vrai qu'on n'a pas de chiffres pour les nouveaux arrivants des dernières années parce que c'est la deuxième génération dont il est question, mais les travaux de mes collègues sur les enfants portugais, les enfants espagnols, les enfants de toute une série d'origines montrent que même si certains rencontrent bel et bien des difficultés, dans l'ensemble, il y a une mobilité sociale qui se fait. En tout cas, comparativement à d'autres pays, à des pays voisins, où certains groupes issus de la migration, même au niveau de la deuxième, troisième génération, rencontrent des difficultés considérables. Pas de ghetto, les villes suisses ne connaissent pas des quartiers comparables à ceux dont on a pu parler ces derniers mois au sujet de la Belgique ou de la France. Et puis, même si la procédure de naturalisation en Suisse est très difficile, si on exige un temps de séjour qui peut sembler absolument disproportionné de 12 ans, bientôt 10 ans, mais enfin en exigeant un permis C par ailleurs, très long, eh bien 800 000 personnes en Suisse sont naturalisées. Donc 800 000 personnes finalement sont entre les deux mondes, souvent en ayant d'ailleurs les deux passeports. C'est aussi un indicateur de perméabilité. Alors je ne suis pas en train de peindre en rose le tableau, je vais tout de suite venir sur les défis que pose la migration, mais je pense que c'est quand même une base importante à avoir en tête, cet éventail d'indicateurs positifs avant de se focaliser sur d'éventuelles difficultés. La question évidemment c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que la Suisse a connu un tel succès avec son immigration? Et c'est là que ma réponse est d'ordre économique. La Suisse a eu besoin de l'immigration et l'intégration s'est faite par le marché du travail. On a eu une implication des personnes issues de la migration dans tous les segments de l'économie suisse qui est assez spectaculaire. Ici, vous avez les chiffres actuels des heures de travail effectuées chaque année. Il se trouve que l'Office fédéral de statistique non seulement recense les heures de travail qui sont effectuées, mais demande en plus aux employeurs, à mon avis, ils ne doivent pas aimer beaucoup, qu'on leur dise si ces heures de travail ont été effectuées par des Suisses ou par des étrangers. J'étais moi-même assez surpris quand j'ai découvert l'existence de cette statistique, mais elle permet de voir que dans l'hôtellerie-restauration, c'est 53% de toutes les heures de travail qui sont effectuées par des personnes étrangères, sans même compter les naturalisés ici. Et puis, pour le secteur qui vous intéresse, à savoir la santé, c'est 27% des heures de travail, donc près d'un tiers finalement, qui sont effectuées par des étrangers. Donc le besoin de l'immigration était là, la Suisse a grandement bénéficié de cette immigration, elle continue à en bénéficier beaucoup, mais ça a aussi été le vecteur de l'intégration.
on n'a pas eu tellement besoin de politique d'intégration durant les années 80, par exemple, parce que l'immense majorité des personnes qui arrivaient en Suisse étaient recrutées à l'étranger pour exercer un emploi et donc arriver avec un contrat de travail en poche. C'était même un prérequis pour obtenir le permis de travail. Et ça, évidemment, c'est une forme de sélection extrêmement dure, mais extrêmement efficace, ensuite, du point de vue, évidemment, du succès que ces personnes peuvent rencontrer sur le marché du travail. Et puis, c'est aussi au sein des entreprises, avec parfois l'appui énergique des syndicats et des associations d'étrangers, que les personnes apprenaient la langue et s'accoutumaient finalement au pays d'accueil. Donc ça, c'est la recette du succès de la Suisse, une économie qui a besoin de l'immigration, une intégration par l'économie dans une économie prospère, ça c'est notre grande chance, hein. On a un taux de chômage qui est prodigieusement faible à l'échelle internationale, donc forcément on est en partie à l'abri de difficultés telles que celles que rencontrent nos voisins par rapport à l'immigration. Et puis, encore une fois, ce n'était pas une politique tendre. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui on ne veut plus d'une politique de ce type-là. On renvoyait les gens s'ils n'arrivaient pas à conserver leur emploi. Donc le succès de l'intégration, c'est aussi dû à une sélection de ceux qui avaient du succès versus ceux qui ne pouvaient pas en avoir pour toutes sortes de raisons, qui devaient repartir chez eux. Donc il y a quelque chose à la fois de rassurant, dont on peut être heureux dans le diagnostic que je viens de faire, mais aussi quelque chose de biaisé, quelque chose d'un peu artificiel hein, dans ce succès de l'immigration à la Suisse. Toujours est-il que je crois que ce modèle-là, en grande partie, eh bien, il est terminé. On est sorti d'un régime où on pouvait recruter des saisonniers quand ça allait bien et puis plus personne quand ça allait mal. On est sorti d'un système où finalement les immigrants n'avaient même pas d'assurance chômage comme c'était le cas jusqu'en 1974 et où de toute façon on leur retirait leur permis de travail une fois qu'ils étaient là. Les relations internationales font que vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de toute une série de partenaires, vis-à-vis aussi des milieux qui à bon droit défendent le minimum de droits humains pour les migrants, on ne peut plus accepter une telle politique, donc il faut en tirer les conséquences. Et les conséquences, c'est effectivement une certaine dissociation entre l'économie, le marché du travail et la migration. On peut le regretter si on a une vision cynique des choses, mais de toute façon, on ne peut rien y faire. Cette dissociation entre le monde économique et l'immigration, elle n'est que partielle. Hein. On continue en Suisse à avoir une migration largement économique et on continue à avoir une migration qui est recrutée pour employer, pour effectuer toute une série de tâches sur le marché du travail. Donc ça continue à fonctionner de cette manière-là, mais alors que dans les années 60 ou 70, on n'a pas de chiffres comparables, mais on peut dire que 90% de l'immigration au moins venait en Suisse à ce titre. Hein. On se rappelle que le regroupement familial n'était pas facile non plus. Aujourd'hui, c'est à peine 50%. Et c'est ce que vous voyez sur ce graphique qui présente pour 2015 le total des entrées. Cette fois, ce n'est pas un solde migratoire, c'est le total des entrées. 150 000 personnes ont obtenu un permis de séjour stable en Suisse, donc annuel ou d'établissement. Les requérants d'asile ne sont pas comptés dans cette statistique. 150 000 personnes sont arrivées et une moitié avec une activité lucrative, soit de l'Union européenne, soit du dehors de l'Union européenne. Ce qui est intéressant pour nous, c'est l'autre partie du graphique. Le regroupement familial, environ 50 000 personnes. Et puis aussi, alors là c'est du français fédéral, hein, traduction secrétaire d'État aux migrations, passage de la domaine de l'asile. Le passage de la domaine de l'asile, eh bien, c'est les personnes qui soit obtiennent un statut de réfugié, soit sont régularisées par un permis humanitaire à un moment ou un autre du parcours. Donc c'est seulement après, souvent un très long parcours, que les requérants d'asile entrent dans cette statistique. Ils peuvent être en Suisse depuis très longtemps, mais néanmoins, même si à première vue, 5%, ça peut paraître peu de choses, cette composante asile, que j'appelle plus largement la composante humanitaire, a pris de plus en plus de place dans l'immigration vers la Suisse. Et là, on voit bien pourquoi
on est dans une situation différente de celle de l'immigration de travail que j'ai décrite pour les années 80 ou les années 60. On a, à l'inverse, des personnes qui auparavant venaient avec un contrat de travail en poche, des personnes qui arrivent avec des handicaps en poche. Pourquoi? Parce qu'elles sont venues par définition de pays en crise, parce qu'elles ont par définition suivi des cursus scolaires cabossés. Il y a eu des fois les formations qui n'ont tout simplement pas été à disposition. Et puis aussi, ce sont des personnes qui par définition ont subi des situations de violence, des situations de persécution, voire pire, dans leur parcours personnel. Donc, quelque part, il est parfaitement normal qu'avec ce changement structurel de l'immigration, on soit confronté à des défis beaucoup plus grands que ceux que l'on a pu avoir dans le passé. Et quelque part, paradoxalement, on peut être un peu fier de cette situation, parce que cette situation, peut-être qu'elle n'est pas encore satisfaisante, peut-être qu'on devrait être encore plus généreux et beaucoup plus ouvert par rapport aux réfugiés, mais cette situation montre quand même qu'on est plus généreux aujourd'hui, on accueille plus de personnes en dehors de notre intérêt direct et économique qu'on ne le faisait dans les années 60 ou dans les années 80. Et puis aussi, on a abandonné un système de rotation de main-d'œuvre qui n'était pas très glorieux. Donc voilà pour cette diversification de l'immigration qui, encore une fois, me semble être un élément extrêmement important d'explication de difficultés qui sont bien réelles. On a aujourd'hui plus de difficultés d'intégration au sein de toute une série de populations qu'on l'avait dans le passé. On a des taux de chômage dans certains groupes qui sont très élevés. On a des difficultés scolaires, on a des difficultés parfois pour l'acquisition de la langue, et toute une série de problèmes se posent, mais encore une fois, ces problèmes se posent en liaison avec la structure de l'immigration, principalement, et peut-être seulement de manière secondaire, même si c'est aussi un élément à prendre en compte, en raison d'une éventuelle diversification culturelle des origines de ces personnes, qui vient en quelque sorte comme un effet second qui ajoute des défis, mais n'est pas la cause des difficultés que l'on rencontre. Alors, ce 4,8% de migration d'asile que j'évoquais, qui encore une fois peut paraître peu de choses, je voulais quand même un tout petit peu le discuter ici en donnant quelques éclairages sur la situation actuelle de l'accueil des réfugiés en Suisse. Et là, il faut dire deux choses en préambule. La première, c'est que la Suisse, actuellement en Europe, ne supporte de loin pas la plus grande partie de l'accueil des demandeurs d'asile. Les demandes d'asile ont même diminué en Suisse au cours des dernières années, alors que les besoins de protection augmentaient. C'est l'Allemagne, c'est la Suède principalement, et puis jusqu'en 2015, c'était la Hongrie qui était en première ligne pour l'accueil des demandeurs d'asile. La Suisse reçoit beaucoup de demandes d'asile comparativement à toute une série de pays, mais elle n'est quand même que le 8 ou 9e pays d'accueil en Europe. D'autres pays, c'est vrai, accueillent beaucoup moins de personnes. Ici, vous aurez compris que vous avez une carte bizarre, mais où les surfaces de la présentation sont proportionnelles au nombre de personnes accueillies, eh bien, le Portugal ou l'Espagne, vous voyez, accueillent une proportion très faible de demandeurs d'asile. La situation de ces demandes d'asile en Suisse, mais c'est aussi valable pour le reste de l'Europe, est extrêmement asymétrique. Asymétrique dans le sens où, en fin de compte, les personnes qui arrivent jusqu'en Suisse ou en Europe sont dans une assez importante proportion bel et bien protégées. Les taux de protection que l'on connaît actuellement en Suisse, c'est-à-dire le nombre de personnes qui, ayant demandé l'asile, reçoivent soit une admission provisoire, soit un statut de réfugié, sont relativement élevés. On peut juger qu'ils sont encore trop bas, mais avec 50-58% de personnes protégées, on a quand même des proportions de protection qui sont importantes, qui ensuite, évidemment, ont des conséquences en termes
d'ampleur des populations qui restent dans le pays. Pour les Syriens, pour les Érythréens, les taux de protection sont encore beaucoup plus élevés. Une autre chose évidemment qu'il faut dire au passage et qu'on ne doit pas oublier, c'est que si certains pays sont véritablement en première ligne pour la protection de ces personnes, ce sont évidemment d'abord les pays limitrophes. 4/5 des réfugiés sont protégés dans les pays du Sud, à proximité des zones de conflit. Mais il n'en demeure pas moins que l'ampleur de la migration d'asile vers la Suisse a pris une proportion qui a une influence directe sur la composition de la population et la composition de la population à laquelle on doit répondre en termes de besoins de santé, de scolarisation et d'intégration sur le marché du travail. Qu'est-ce qui arrive aux 42% de personnes qui ne reçoivent pas l'asile? Eh bien, soit elles ne reçoivent aucune protection, elles sont parfois renvoyées de force dans leur pays d'origine, soit, et c'est assez fréquent, elles sont renvoyées vers un autre pays de l'Union européenne, ou bien alors, et ça contribue quand même aussi à l'augmentation de la population résidente, elles bénéficient d'une décision de deuxième instance, de mariage ou d'un permis humanitaire. Cela varie fortement d'un canton à l'autre. Si on prend en compte l'ensemble de ces formes d'entrée en Suisse liées au domaine de l'humanitaire, j'estime que 10% de l'immigration nette environ en Suisse actuellement relève du domaine de l'humanitaire. Donc quand même un peu plus que ce qui apparaît à première vue sur le graphique précédent. Et c'est encore une fois ça une des explications de la diversification de la population issue de la migration en Suisse. C'est important de le comprendre parce que sinon on peut avoir l'impression qu'il y a une contradiction dans la politique migratoire, puisque d'un côté la politique migratoire affirme le primat de l'Union européenne et la forte sélection par rapport à l'accès à la Suisse du reste du monde. Dans les faits, on a une voie d'accès qui reste minoritaire. Cette diversité, on la voit en perspective historique. Ici, de nouveau, de 1860 à 2013, cette fois, on avait, dans les années 70 à 80, principalement en Suisse, des personnes issues des pays limitrophes, l'Italie en bleu, l'Allemagne en bleu foncé, la France en orange. On a aujourd'hui toujours une présence de ces origines, mais des populations issues du monde entier qui prennent de plus en plus d'importance, de Turquie, d'ex-Yougoslavie, du Portugal, donc une diversification tout à fait importante. Et puis, il y a aussi l'arrivée de populations de pays ayant d'autres religions, d'autres cultures, même si cette immigration ne doit pas être surestimée. Ici, vous avez le graphique de l'immigration nette en Suisse, c'est mon dernier graphique, de 1981 à 2015. C'est un graphique tout à fait nouveau que j'ai produit récemment et qui permet de distinguer l'immigration en provenance de ce que l'on peut appeler les pays musulmans. Vous voyez que les pays musulmans contribuent à raison de 5000 personnes par année environ à l'immigration vers la Suisse. On doit y ajouter l'ex-Yougoslavie en bleu. L'ex-Yougoslavie est finalement le pays qui a véritablement fait augmenter via le Kosovo la présence de populations musulmanes en Suisse, mais dans une large mesure, vous le voyez, cette immigration, elle a décliné. Donc nous sommes actuellement dans une situation où, contrairement aux projections alarmistes de certains, l'islam n'est pas du tout en train de déferler sur la Suisse, bien au contraire, on a eu une période avec une immigration de pays en partie musulmans relativement importante, une augmentation de ces populations. Aujourd'hui, c'est une partie de l'immigration, certes, mais enfin, c'est une partie qui reste très minoritaire, même si ça contribue, encore une fois, à la diversification de la population issue de la migration. Donc voilà, j'espère ainsi avoir donné un petit peu une lecture historique sur l'ensemble de ces transformations du paysage migratoire de la Suisse. Pour conclure en quelques mots, bien sûr,
la conséquence, ce sont des défis d'intégration sur le marché du travail. Mais je crois que ça tombe sous le sens compte tenu de l'évolution que j'ai présentée. Bien sûr, des défis d'intégration scolaire, des défis pour la médecine avec des traumatismes, des pathologies, des difficultés de communication liées à la langue, des difficultés parfois d'accès aux soins suivant où les personnes sont logées. Mais encore une fois, méfions-nous d'un diagnostic excessivement et surtout exclusivement culturel. La dissociation entre marché du travail et immigration est la principale explication de la situation actuelle, et puis aussi une asymétrie. L'immigration telle que nous la voyons aujourd'hui, en particulier l'immigration d'asile, elle coûte cher aujourd'hui, et ça il ne faut pas se le cacher. Le romantisme qui a consisté au cœur de la crise migratoire en Allemagne à penser que les réfugiés syriens étaient tous titulaires d'un doctorat et allaient tous se précipiter dans les EMS pour s'occuper des personnes âgées, eh bien il n'est pas de mise. L'effort pour aider ces personnes à arriver sur le marché du travail, il est considérable. Il demande des budgets qui doivent être, dans une large mesure, largement augmentés. Mais à long terme, il ne faut pas oublier que la migration d'asile, comme toutes les autres formes de migration, offre des bénéfices considérables, un bénéfice utilitariste d'ordre démographique, un bénéfice lié à l'économie qui aura besoin de ces personnes, mais aussi, et ça je pense que c'est important de le dire, un bénéfice moral. Nous serons beaucoup plus fiers dans 20 ans d'avoir accueilli des migrants tels que nous le faisons aujourd'hui que nous ne le sommes aujourd'hui de les avoir accueillis dans les années 60. Dans les années 60, nous avions une politique véritablement inhumaine. Je ne prétends pas qu'aujourd'hui on a une politique ni parfaite, ni même parfois complètement humaine, mais au moins, il me semble, c'est mon côté optimiste, qu'on a fait quelques progrès. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie beaucoup pour votre attention.